George Sand. Conte d'une grand-mère. La fée poussière. Autrefois, il y a bien longtemps, mes chers enfants, j'étais jeune et j'entendais souvent les gens se plaindre d'une importune petite vieille qui entrait par les fenêtres quand on l'avait chassée par les portes. Elle était si fine et si menue qu'on eût dit qu'elle flottait au lieu de marcher, et mes parents la comparaient à une petite fée. Les domestiques la détestaient et la renvoyaient à coups de plumeau. Mais on ne l'avait pas plutôt délogée d'une place qu'elle reparaissait à une autre. Elle portait toujours une vilaine robe grise traînante et une sorte de voile pâle que le moindre vent faisait voltiger autour de sa tête ébouriffée en mèches jaunâtres. À force d'être persécutée, elle me faisait pitié, et je la laissais volontiers se reposer dans mon petit jardin, bien qu'elle abîmât beaucoup mes fleurs. Je causais avec elle, mais sans en pouvoir tirer une parole qui eût le sens commun. Elle voulait toucher à tout, disant qu'elle ne faisait que du bien. On me reprochait de la tolérer, et quand je l'avais laissée s'approcher de moi, on m'envoyait laver et changer, en me menaçant de me donner le nom qu'elle portait. C'était un vilain nom que je redoutais beaucoup. Elle était si malpropre qu'on prétendait qu'elle couchait dans les balayures des maisons et des rues, et à cause de cela, on la nommait la fée poussière. « Pourquoi donc êtes-vous si poudreuse ?» lui dis-je un jour qu'elle voulait m'embrasser. « Tu es une sotte de me craindre, » répondit-elle alors d'un ton railleur. « Tu m'appartiens, et tu me ressembles plus que tu ne penses. Mais tu es une enfant esclave de l'ignorance, et je perdrai mon temps à te le démontrer. » « Voyons, » repris-je, « vous paraissez vouloir parler raison pour la première fois. Expliquez-moi vos paroles. »« Je ne puis te parler ici, » répondit-elle. « J'en ai trop long à te dire. Et sitôt que je m'installe quelque part chez vous, on me balaye avec mépris. Mais si tu veux savoir qui je suis, appelle-moi par 3 fois cette nuit, aussitôt que tu seras endormi. » Là-dessus, elle s'éloigna en poussant un grand éclat de rire, et il me sembla la voir se dissoudre et s'élever en grande traînée d'or rougie par le soleil couchant. J'étais dans mon lit, et je pensais à elle en commençant à sommeiller. « J'ai rêvé tout cela, » me disais-je. « Ou bien cette petite vieille est une vraie folle. Comment me serait-il possible de l'appeler en dormant ?» Je m'endormis, et tout aussitôt je rêvais que je l'appelais. Je ne suis même pas sûre de n'avoir pas crié tout haut par 3 fois « Fée poussière, fée poussière, fée poussière !» À l'instant même, je fus transportée dans un immense jardin au milieu duquel s'élevait un palais enchanté, et sur le seuil de cette merveilleuse demeure, une dame resplendissante de jeunesse et de beauté m'attendait dans de magnifiques habits de fête. Je courus à elle, et elle m'embrassa en me disant « Eh bien, reconnais-tu à présent la fée poussière ?» « Non, pas du tout, madame, » répondis-je, « et je pense que vous vous moquez de moi. »« Je ne me moque point, » reprit-elle. « Mais comme tu ne saurais comprendre mes paroles, je vais te faire assister à un spectacle qui te paraîtra étrange et que je rendrai aussi court que possible. Suis-moi. » Elle me conduisit dans le plus bel endroit de sa résidence. C'était un petit lac limpide qui ressemblait à un diamant vert enchâssé dans un anneau de fleurs, et où se jouaient des poissons de toutes les nuances de l'orange et de la cornaline, des carpes de Chine couleur d'ambre, des cygnes blancs et noirs, des sarcelles exotiques vêtues de pierreries, et au fond de l'eau, des coquillages de nacre et de pourpre, des salamandres aux vives couleurs et au panache dentelé,
Enfin tout un monde de merveilles vivantes, glissant et plongeant sur un lit de sable argenté, où poussaient des herbes fines, plus fleuries et plus jolies les unes que les autres. Autour de ce vaste bassin s'arrondissait sur plusieurs rangs une colonnade de porphyre à chapiteaux d'albâtre. L'entablement, fait des minéraux les plus précieux, disparaissait presque sous les clématites, les jasmins, les glycines, les brionnes et les chèvrefeuilles, où 1000 oiseaux faisaient leur nid. Des buissons de roses de toutes nuances et de tout parfum se miraient dans l'eau, ainsi que le fût des colonnes et les belles statues de marbre de Paros placées sur les arcades. Au milieu du bassin jaillissait en 1000 fusées de diamants et de perles un jet d'eau qui retombait dans de colossales vasques de nacre. Le fond de l'amphithéâtre d'architecture s'ouvrait sur de riants parterres qu'ombrageaient des arbres géants couronnés de fleurs et de fruits, et dont les tiges enlacées de pampres formaient, au-delà de la colonnade de porphyre, une colonnade de verdure et de fleurs. La fée me fit asseoir avec elle, au seuil d'une grotte, d'où s'élançait une cascade mélodieuse et que tapissaient les beaux rubans des scolopendres et le velours des mousses fraîches diamantées de gouttes d'eau. « Tout ce que tu vois là, me dit-elle, est mon ouvrage. Tout cela est fait de poussière. C'est en secouant ma robe dans les nuages que j'ai fourni tous les matériaux de ce paradis. On a mis le feu qui les avait lancés dans les airs, les a repris pour les recuire, les cristalliser ou les agglomérer, après que mon serviteur le vent les a eus promenés dans l'humidité et dans l'électricité des nues et rabattus sur la terre. Ce grand plateau solidifié s'est revêtu alors de ma substance féconde et la pluie en a fait des sables et des engrais, après en avoir fait des granites, des porphyres, des marbres, des métaux et des roches de toutes sortes. J'écoutais sans comprendre. Et je pensais que la fée continuait à me mystifier. Qu'elle eût pu faire de la terre avec de la poussière, passe encore. Mais qu'elle eût fait avec cela du marbre, des granites et d'autres minéraux, qu'en se secouant elle aurait fait tomber du ciel. Je n'en croyais rien. Je n'osais pas lui donner un démenti, mais je me retournai involontairement vers elle pour voir si elle disait sérieusement une pareille absurdité. Quelle fut ma surprise de ne plus la trouver derrière moi. Mais j'entendis sa voix qui partait de dessous terre et qui m'appelait. En même temps, je m'enfonçais sous terre aussi, sans pouvoir m'en défendre, et je me trouvais dans un lieu terrible, où tout était feu et flamme. On m'avait parlé de l'enfer, je crus que c'était cela. Des lueurs rouges, bleues, vertes, blanches, violettes, tantôt livides, tantôt éblouissantes, remplaçaient le jour. Et si le soleil pénétrait en cet endroit, les vapeurs qui s'exhalaient de la fournaise le rendaient tout à fait invisible. Des bruits formidables, des sifflements aigus, des explosions, des éclats de tonnerre remplissaient cette caverne de nuages noirs où je me sentais enfermée. Au milieu de tout cela, j'apercevais la petite fée poussière qui avait repris sa face terreuse et son sordide vêtement incolore. Elle allait et venait, travaillant, poussant, tassant, brassant, versant je ne sais quels acides, se livrant en un mot à des opérations incompréhensibles. « N'aie pas peur !» me cria-t-elle d'une voix qui dominait les bruits assourdissants de ce tartare. « Tu es ici dans mon laboratoire. Ne connais-tu pas la chimie ?»« Je n'en sais pas un mot, » m'écriai-je, « et ne désire pas l'apprendre en un pareil endroit. » Tu as voulu savoir. Il faut te résigner à regarder. Il est bien commode d'habiter la surface de la terre, de vivre avec les fleurs, les oiseaux et les animaux apprivoisés, de se baigner dans les eaux tranquilles,
de manger des fruits savoureux en marchant sur des tapis de gazon et de marguerites. Tu t'es imaginé que la vie humaine avait subsisté de tout temps ainsi, dans des conditions bénies? Il est temps de t'aviser du commencement des choses et de la puissance de la fée poussière, ton aïeul, ta mère et ta nourrice. En parlant ainsi, la petite vieille me fit rouler avec elle au plus profond de l'abîme à travers les flammes dévorantes, les explosions effroyables, les âcres fumées noires, les métaux en fusion, les laves aux vomissements hideux et toutes les terreurs de l'éruption volcanique. « Voici mes fourneaux, me dit-elle. C'est le sous-sol où s'élaborent mes provisions. Tu vois, il fait bon ici pour un esprit débarrassé de cette carapace qu'on appelle un corps. Tu as laissé le tien dans ton lit, et ton esprit seul est avec moi. Donc tu peux toucher et brasser la matière première. Tu ignores la chimie, tu ne sais pas encore de quoi cette matière est faite, ni par quelle opération mystérieuse ce qui apparaît ici, sous l'aspect de corps solide, provient d'un corps gazeux qui a lui dans l'espace comme une nébuleuse et qui plus tard a brillé comme un soleil. Tu es une enfant. Je ne peux pas t'initier aux grands secrets de la création. Et il se passera encore du temps avant que tes professeurs les sachent eux-mêmes. Mais je peux te faire voir les produits de mon art culinaire. Tout est ici un peu confus pour toi. Remontons d'un étage. Prends l'échelle et suis-moi. Une échelle, dont je ne pouvais apercevoir ni la base ni le faîte, se présentait en effet devant nous. Je suivis la fée et me trouvai avec elle dans les ténèbres, mais je m'aperçus alors qu'elle était toute lumineuse et rayonnait comme un flambeau. Je vis donc les dépôts énormes d'une pâte rosée, des blocs d'un cristal blanchâtre et des lames immenses d'une matière vitreuse noire et brillante que la fée se mit à écraser sous ses doigts. Puis elle pila le cristal en petits morceaux et mêla le tout avec la pâte rose qu'elle porta sur ce qui lui plaisait d'appeler un feu doux. « Quel plat faites-vous donc là ?» lui demandai-je. « Un plat très nécessaire à ta pauvre petite existence, » répondit-elle. « Je fais du granit, c'est-à-dire qu'avec de la poussière, je fais la plus dure et la plus résistante des pierres. Il faut bien cela pour enfermer le cocyte et le phlégéton. Je fais aussi des mélanges variés des mêmes éléments. Voici ce qu'on t'a montré sous des noms barbares, le gneiss, les quartzites, les talcschistes, les micaschistes, etc. De tout cela, qui provient de mes poussières, je ferai plus tard d'autres poussières avec des éléments nouveaux, et ce seront alors des ardoises, des sables et des grès. Je suis habile et patiente, je pulvérise sans cesse pour réagglomérer. La base de tout gâteau n'est-elle pas la farine? Quant à présent, j'emprisonne mes fourneaux en leur ménageant toutefois quelques soupiraux nécessaires pour qu'ils ne fassent pas tout éclater. Nous irons voir plus haut ce qui se passe. Si tu es fatigué, tu peux faire un somme, car il me faut un peu de temps pour cet ouvrage. Je perdis la notion du temps, et quand la fée m'éveilla, « Tu as dormi, me dit-elle, un joli nombre de siècles. » Combien donc, madame la fée? Tu demanderas cela à tes professeurs, répondit-elle en ricanant. Reprenons l'échelle. Elle me fit monter plusieurs étages de divers dépôts, où je la vis manipuler des rouilles de métaux dont elle fit du calcaire, des marnes, des argiles, des ardoises, des jaspes. Et comme je l'interrogeais sur l'origine des métaux, « Tu veux en savoir beaucoup, me dit-elle. Vos chercheurs peuvent expliquer beaucoup de phénomènes par l'eau et le feu. Mais peuvent-ils savoir ce qui s'est passé entre terre et ciel quand toutes mes pouzzolanes, lancées par le vent de l'abîme, ont formé des nuées solides que les nuages d'eau ont roulées dans leurs tourbillons d'orage, que la foudre a pénétré de ces aimants mystérieux,
et que les vents supérieurs ont rabattu sur la surface terrestre en pluie torrentielle. C'est là l'origine des premiers dépôts. Tu vas assister à leur merveilleuse transformation.